Bonjour, bonjour et bienvenue sur le plateau de Bâti-Journal TV. Nous sommes au Grand Palais, à Paris, Forum Bois Construction 2025. Et avec mes deux invités, on va voir comment le bois et la terre, qu'elle soit crue ou qu'elle soit cuite, se marient bien. Avec moi pour en parler, Monsieur Thomas Leblanc. Thomas, bonjour. Bonjour. Vous êtes architecte. Votre agence s'appelle 360. Alors, je ne sais pas si on doit dire degré ou pas. Eh bien, on peut dire 360 degrés. On est une petite agence d'architecture toulousaine où on est 4 architectes à travailler. On est sur toutes sortes de marchés, pas mal de marchés publics sur le bassin toulousain, du scolaire, et on a également pas mal de références en équipement touristique de montagne. Il y a du travail à Toulouse. Il y a C'est du monde dynamique. qui arrive, c'est dynamique. À côté de vous, Simon Inpens, bonjour. Bonjour. Simon, vous êtes dans le Nord, à Boulogne, et votre agence d'architecture, vous êtes aussi architecte, s'appelle Simon et Capucine. Est-ce que vous pouvez nous la présenter? Alors, on est une petite agence basée à Boulogne. Nous sommes 4. La particularité, c'est qu'on est dans l'agence plusieurs à avoir une double casquette charpentier-architecte. Donc, on a un peu quand même pour habitude de beaucoup pousser nos structures, de beaucoup réfléchir à quelles techniques on met en œuvre et comment on les met en œuvre. Voilà, vous intéressez beaucoup au bois. On fait quasiment que du bois. Vous faites que du bois. Je ne vous ai pas posé la question. Vous êtes multimatériaux, on va dire. Enfin, est-ce que le bois est une matière que vous travaillez beaucoup? On fait du beau matériau au bon endroit. Quand on est sur des climats de haute montagne très, très compliqués, on en met, mais c'est difficile. Et par contre, quand on est effectivement en plaine, là, on essaie de travailler, en tout cas avec les ressources locales. Et on a la chance d'avoir un massif pyrénéen avec pas mal de bois de qualité qu'on essaie de mobiliser sur nos projets. Alors, on va parler bois, mais on va parler aussi terre. On va parler terre crue et terre cuite. Tous les deux, vous allez nous présenter un projet qui inclut de la terre crue et de la terre cuite pour vous et de la terre crue avec vous. Expliquez-nous, dites-nous d'abord pourquoi ce mariage bois et terre fonctionne bien ou pas. Oui, qu'est-ce qu'il faut en tout cas pour qu'il fonctionne bien? Alors, je vais reprendre cette expression du bon matériau au bon endroit. Là, on est sur un système constructif qu'on a développé pour le Centre technique de Vimille, où le premier des objectifs était de se poser la question de comment on fait pour fédérer des acteurs autour d'un système constructif le plus local possible. C'est ça aussi, travailler avec la terre et avec le bois. Voilà, ce sont des matériaux qu'on peut mobiliser de façon très locale. Donc, on peut avoir une terre de site ou proche. La paille, la moyenne, je crois, nationale des isolants paille, c'est 50 km autour des chantiers où ils sont mis en œuvre. Et on a la ressource, nous, on travaille plutôt le peuplier lamellé-collé en Hauts-de-France. On a une grosse ressource peuplier. Et donc l'idée, c'était de fédérer à la fois le charpentier, l'enduiseur, le fournisseur de paille, les différents bureaux d'études en maîtrise d'œuvre autour d'un projet le plus local possible. Alors, on va y revenir au projet tout à l'heure. Même question, pourquoi la taille pourquoi la paille excusez-moi, j'ai du mal, ça doit être la digestion. La question, pourquoi la terre et le bois se marient bien? Alors dans notre cas, c'était un mariage qui était un mariage qui venait de nos intentions de projet. On a voulu travailler avec des ressources locales sur Toulouse. Donc j'ai parlé tout à l'heure du massif forestier pyrénéen qu'on a à proximité. Donc on a une ressource bois qui est présente et qui nous sert à faire tout un tas de choses dans le projet. Et on a aussi de façon générale à Toulouse, on connaît bien Toulouse, la Ville Rose, la brique, donc la brique de terre cuite. On avait un réseau de briqueterie extrêmement développé pendant des siècles qui périclite un petit peu et on a cette ressource, c'est pas tout à fait la même que dans leur cas de figure où on a des terres d'excavation où on peut aller récupérer ça. Nous on a des carrières d'argile parce qu'on a vraiment une terre qui est très argileuse et des carrières d'argile historiques avec des briqueteries associées et une tradition de fabrication de la brique de terre cuite et de terre crue, de terre crue et de terre cuite. Et c'est dans ce cadre-là que pour le projet du groupe scolaire Rosa Bonheur, on a décidé de mixer ces trois matériaux en utilisant le bois pour porter et pour couvrir et en utilisant la terre cuite et crue pour à la fois l'inertie et la protection aux éléments. Pour vous, c'est des premières de mélanger ces matériaux? Vous l'aviez déjà fait? Alors moi, je suis formateur pro paille pour le RSCP, donc on est des vrais pailleux bois à l'agence, donc on fait énormément de projets en bois terre paille. Non, on développe les filières parce qu'on les connaît, on ne se met pas à faire des projets avec des systèmes constructifs qu'on découvre, on y va petit à petit. Voilà, on y va petit à petit. Mais votre retour d'expérience justement sur la terre, j'ai bien compris, vous, c'est plutôt terre, paille, bois. Hein. Ouais, bah alors, le bois pour la structure, la paille pour la résistance thermique et la terre qui est un système hygrorégulant qui fait étanchéité à l'air, qui fait frein vapeur, qui apporte aussi
voilà, qui complète le système finalement. Tout ça, c'est du complément de système, c'est un système global. Hein, voilà. On va partir à Toulouse, enfin à Toulouse. À côté de Toulouse, on est où exactement? On est à Aucanville, dans le nord de Toulouse. C'est une commune attenante. On est dans le périurbain toulousain. Une commune avec une très grosse croissance démographique, un besoin pour un nouveau groupe scolaire, 15 classes, 3000 m². Donc c'est un programme public assez ambitieux et de grande échelle dans lequel on a injecté un petit peu ce parti pris d'utiliser de la ressource locale. Est-ce que c'était une demande du maître d'ouvrage ou est-ce que tout le monde était d'accord ou est-ce qu'il a fallu convaincre en disant voilà, on va faire des expérimentations, on va travailler avec de la terre crue, ce qui n'est pas évident pour tout le monde. Hein. Vous dites ça au maire de mon village, il va avoir un souci, ça va l'interpeller. On a déjà eu du mal à faire une école en bois. Donc, est-ce qu'on arrive à convaincre les maîtres d'ouvrage et les acteurs locaux et les élus notamment? Disons que nous, on partait avec un ticket gagnant, c'est que cette commune-là avait été accompagnée par un AMO environnement qui s'appelle Scope Ecozimut et qui les avait sensibilisés sur ce sujet des bio, des géosourcés. Et donc, on avait un programme environnemental qui était très moteur pour la mise en œuvre de matériaux et une exemplarité environnementale, donc la mise en œuvre de matériaux de ce type-là. Il y avait une appétence, une envie. Il y avait une appétence. Nous, cette envie, on l'a traduite dans le concours par le biosourcé, oui, la ressource locale en plus. Voilà. Et donc de répondre non pas simplement avec du biosourcé, d'aller chercher des systèmes constructifs performantiels en biosourcé où on aurait eu un impact carbone hyper réduit, mais d'aussi essayer de travailler avec notre économie locale et d'utiliser l'argent public qui nous a été confié pour finalement le réinjecter dans des industries du type les briquetiers locaux et ou les scieurs des Pyrénées. Voilà, ça c'est ce qui fait vraiment la singularité de votre projet, hein, c'est de vouloir vraiment travailler en local avec les entreprises locales, que ce soit les industriels, évidemment les entreprises. Singularité, je ne peux pas vous laisser dire ça parce que mon voisin aussi. Oui. Non, mais par contre, c'est un signe distinctif de notre projet. De votre projet. Et juste par rapport à ça, effectivement, ce qui fait consensus, quelle que soit l'orientation politique des mairies ou des décideurs, des maîtres d'ouvrage, le fait de parler de local, c'est-à-dire de travailler avec les voisins, et de travailler avec l'industrie locale, et d'orienter sur les notions de confort, c'est vraiment les deux arguments qui font quasiment mouche à chaque fois. En tout cas, nous, on le voit. Au-delà du biosourcé, qui au final ne leur parle pas forcément. Tout à fait, avec même une crainte de l'effet maison, trois petits cochons, terre, bois, paille, il y a presque un a priori négatif. Par contre, quand on leur dit, mais attention, c'est un confort qui est génial, c'est un système qui fonctionne thermiquement et vous allez avoir des économies d'énergie énormes. Et en plus de ça, vous allez faire travailler un réseau d'entreprises locales. Franchement, ça fait mouche. Et là, pour le coup, les mairies ont beaucoup de facilité à communiquer là-dessus. Même s'ils doivent quand même le porter pour lancer un projet en biosourcé. Je dirais que c'est facile une fois qu'on a attribué les entreprises, c'est facile une fois que le projet est en cours de travaux et est livré. Mais au début, même du point de vue des élus, il y avait des distensions parce qu'il fallait réussir à porter ce projet, l'investissement supplémentaire que ça a pu représenter. Voilà, parce que ça représente quand même, quand on veut faire travailler local, ça représente un investissement supplémentaire. Dans ce cas-là, par exemple? Alors dans ce cas-là, je ne sais pas parce que si vous voulez, on n'aurait pas pu ne pas faire local. Donc je ne peux pas vous dire ce que ça aurait coûté de faire venir Vinci Construction France ou des grands groupes pour faire ce produit-là. Mais par contre, pour répondre, pour faire un bâtiment qui soit écologiquement performant, qui fonctionne avec par exemple des matériaux comme ça, c'est certain qu'on n'est pas sur un bâtiment en caisson métal avec du placo-plâtre. Il y a une plus-value mais qui est difficile à estimer parce que si on parle simplement en coût de construction, on se tromperait. Donc là, derrière, c'est à regarder avec l'analyse, avec l'usage. Il faut penser à l'ensemble des choses. Oui, c'est vrai que quand on parle de la notion d'investissement, il faut intégrer le coût économique, mais il faut aussi intégrer l'investissement humain, l'investissement social, l'investissement... Nous, en tant que maîtrise d'œuvre, quand vous lancez dans des projets comme celui-ci, vous savez qu'il va y avoir un investissement humain qui va être supérieur à un projet traditionnel, parce qu'il faut convaincre, il faut accompagner les entreprises dans cette culture constructive. Moi, je parle toujours on parle beaucoup de formes, on parle beaucoup de très gros projets, mais l'enjeu de nos filières aujourd'hui bio et géosourcées, c'est l'évolution de la culture constructive dans les dizaines d'années à venir, que les générations d'après, pour elles, ce soit évident qu'on fasse un projet comme ça et que le parpaing soit vraiment limité presque à la dalle et que tout ce qui se passe derrière soit géo-biosourcé. Et ça, on ne le résoudra pas en 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. C'est une notion de culture. Voilà. Ça prend du temps. Le bon matériau au bon endroit, vous disiez tout à l'heure, expliquez-nous. Où est le matériau, enfin quel matériau et
et pourquoi chacun a bien trouvé sa place? Alors sur cette vue-là, je vais avoir du mal à le faire. Là, c'est pas pour le coup mon projet, c'est le projet de mon confrère. C'est voilà, ça, ce sera la vue parfaite. Bon matériau, bon endroit. Pourquoi? Parce que le bois, on connaît ses caractéristiques. On sait que c'est un matériau qui est très bon en flexion, mais qui a peu d'inertie. Donc, quand on veut faire un projet comme celui-ci en ventilation naturelle, où on a besoin de beaucoup d'inertie pour que le projet il remonte en température dès qu'on ferme les fenêtres, il fallait trouver du matériau, de la masse quelque part. Pour ça, on a choisi donc, ces deux matériaux, la terre crue et la terre cuite, et qui sont des matériaux qui, bien qu'ils viennent de la même filière, c'est exactement la même fabrication, c'est les mêmes industriels qui les fabriquent, enfin artisans industriels, on n'est pas tout à fait dans une échelle industrie, voilà, petite industrie, les petits industriels. Et ils sont résolument différents. Ces deux diapos le montrent visuellement sur les deux images Voilà, d'en haut. à gauche, on À a gauche, de la terre crue et à droite, la terre cuite. C'est la même terre. L'une est cuite, elle est devenue rouge. L'autre est crue, elle est restée grège. Alors pourquoi vous l'utilisez cuite à un moment donné et pourquoi vous l'utilisez crue à un autre moment? Parce que la terre crue, donc, elle a une résistance à la compression d'à peu près de 2 mégapascales. On ne va pas pouvoir la faire porter, donc on va l'utiliser en remplissage de cloison. Ensuite, elle est non stabilisée, donc elle vit assez mal la relation avec les intempéries et l'eau. Donc on va la mettre en intérieur. Par contre, en intérieur, elle a un très gros avantage, c'est cette capacité de régulation hygrothermique, donc à la fois l'inertie thermique, mais aussi la capacité à absorber et recracher quelque part de la vapeur d'eau pour réguler l'ambiance intérieure. La terre cuite, par contre, une résistance mécanique beaucoup plus importante. On l'a donc utilisée dans les contreventements intérieurs pour faire des noyaux pour contreventer notre structure bois. Et surtout en façade, où là on a plusieurs centaines de mètres carrés de façade en terre cuite qui viennent protéger le bâtiment des attaques environnementales extérieures, je dirais, où on a un matériau qui est tout à fait étanche et qui en plus de ça, comme c'est une façade maçonnée d'une dizaine de centimètres, ça apporte de l'inertie sur la façade qui est en façade à ossature bois et donc du déphasage et du confort thermique. Voilà. C'est ce qu'on voit ici dans les schémas que vous nous avez apportés sur le confort d'hiver et le confort d'été. Exactement. Sur ces schémas-là, ça va même un peu plus loin. C'est que là, je parle pour simplifier d'inertie et de confort intérieur. Ce bâtiment, c'est pas simplement mettre des cloisons en terre crue pour faire de l'inertie. Ce bâtiment, c'est un triptyque. C'est ce que je représente sur le petit diagramme. La volonté première, c'était de faire de la ventilation naturelle par ouverture des fenêtres sous la responsabilité des usagers, des enfants, des enseignants. Ça fonctionne très bien sur les bâtiments scolaires, mais par contre, ça ne fonctionne pas tout seul. On ne peut pas juste leur dire ouvrez les fenêtres, votre bâtiment va fonctionner. Donc il faut pour ça un système de chauffage qui soit performant, confortable, à basse température et on a jumelé ça avec de la géothermie profonde. Géothermie profonde avec un plancher chauffant. Donc on a environ 2 km de sonde qui court sous le bâtiment. Ça fonctionne très bien sur notre géologie locale dans le bassin toulousain. Plancher chauffant en hiver et plancher réversible. C'est-à-dire qu'il n'est pas activement rafraîchissant, mais en fait on fait du géocooling, ça s'appelle. C'est juste de la recirculation d'eau à température du sol et qui nous permet d'avoir un dallage qui est en été, enfin un plancher chauffant rafraîchissant qui est en été à une température d'une vingtaine de degrés et qui participe au confort intérieur. Et le troisième pilier, c'est l'inertie des parois. Parce que même si on a un bon système de chauffage, même si on fait de la ventilation, à partir du moment où on fait de la ventilation naturelle, il faut s'imaginer en hiver qu'on demande à des enseignants et à des enfants, à la récré, d'ouvrir les fenêtres. Alors, ce n'est pas instinctif quand dehors il fait 0, 2, 3 degrés, mais en fait, grâce à la très forte inertie des murs en terre cuite et des murs en terre crue, et en plus de ça, du plancher chauffant, on se retrouve avec un bâtiment qui va remonter extrêmement rapidement en température dès qu'on va refermer les fenêtres et que les enfants vont réintégrer le bâtiment. Et donc, en fait, c'est ça. Et donc là où on se dit, ben non, j'ouvre pas les fenêtres pour ne pas faire rentrer le froid, et il n'y a pas de problème, on peut faire rentrer le froid parce que dès qu'on les ferme, le bâtiment, il va remonter en température et on sera dans une situation de confort. Alors, on ne peut malheureusement pas aller plus loin, c'est déjà pas mal. Qu'est-ce qu'il y a encore à dire, si vous voulez, sur ce mariage terre crue, terre cuite et bois pour ce bâtiment? Ça a l'air simple quand on le présente comme ça. Ça a été l'air de rien très 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 mobilisant en études, en chantier. On a 2 avis de chantier sur ce projet-là. On a dû construire un prototype échelle 1 en 3x3 qui est parti faire des essais-feux à l'autre bout de la France pour justifier que la terre crue, quand on la fait chauffer, ça fait de la terre cuite. Bon, j'exagère un petit peu, mais l'idée était de faire valider ce système au feu et également de pouvoir redémontrer qu'on peut mettre de la façade en terre cuite sur un mur à ossature bois, chose qui était sortie du DTU il y a quelques années. Donc on a dû faire toute une batterie d'essais et ça a été extrêmement mobilisant, que ce soit pour les entreprises, pour la maîtrise d'œuvre et même pour la maîtrise d'ouvrage qui a piloté un peu tout ça. Voilà. Bois des Pyrénées et
La terre, rappelez-moi la société, la briqueterie. La briqueterie, c'est Terre Cuite d'Occitanie qui a fabriqué et la terre crue et la terre cuite du projet, qui représente à peu près, pour donner un ordre d'idée, 160 000 briques. On part à Boulogne. Il y a de la terre aussi à Boulogne. Et donc là, on a quel type de bâtiment? Alors on est sur un centre technique municipal. Et donc on a, si vous voulez, nous au sein de l'agence, à chaque projet, on a tendance à, un peu comme à un moment on avait le 1% artistique, à dire bah nous on va prendre 1% de la construction, on va expérimenter, on va faire un 1% expérimental. Okay. Ce qui fait qu'on est finalement assez indolore pour le maître d'ouvrage de dédier une partie du budget à essayer d'avancer, de faire de la R&D en fait, qui permet de faire de la vraie R&D à chaque projet. Parce que si on attend d'être subventionné et de faire à chaque fois des gros projets de R&D, finalement ça prend énormément de temps et il y en a peu qui se font. Donc voilà, là chaque projet est un projet de R&D. Pour chaque projet, on essaie de mettre de la R&D. Voilà. Donc là, clairement, on est sur une énorme charpente qui couvre un peu plus de 900 mètres carrés. Et dans cette charpente, on va y loger une petite boîte, avec 40 mètres carrés de cloison bois terre-paille qui sont donc dans ce principe de R&D. Donc là, on a une photo de cette cloison. Donc ces cloisons paille, elles sont enduites pour certaines 2 faces. Elles sont non porteuses parce qu'elles sont en technique courante. Elles respectent les règles de la construction paille. Et si vous voulez, vous aboutissez à un système constructif qui est composé d'un cadre en lamellé collé qui peut aller jusqu'à 4 mètres de long, de la paille qui vient de la région Hauts-de-France, de la terre qui a fait 5 km. Et il n'y a pas de panneau, il n'y a pas de membrane d'étanchéité à l'air, on ramène absolument rien dans le système constructif qui va être issu de la pure industrie. Et donc c'est aussi ça le mélange, le mariage de tout ça, c'est que j'ai envie de dire le seul élément vraiment de collant qui arrive dans le projet, c'est la colle pour le lamellé collé et les adhésifs de raccord pour gérer l'étanchéité à l'air. Tout le reste, on est sur des matériaux biosourcés, sains, et on a une petite, là à l'heure actuelle aussi, on a mis une petite fibre polyester pour assurer une fissuration, qu'il n'y ait pas une fissuration de l'enduit, une micro-fissuration. Voilà. Donc ça, ce sont les parois. Ça, ce sont les parois qui sont en train d'être réalisées chez le charpentier, parce que c'est aussi un des enjeux de la terre crue, c'est qu'aujourd'hui, la filière de la terre crue se développe, mais il y a un vrai manque d'artisanat. Et donc les entreprises, souvent d'artisans de terre crue, sont des personnes seules, voire 2. Et donc on est très vite limité en quantité de terre crue qu'on peut mettre dans nos projets. Quand on lance des projets d'école avec 1000 mètres carrés de terre crue, c'est très très compliqué de trouver les entreprises capables de le faire. Et elles sont même maintenant à l'échelle nationale. Donc vous déplacez des gens pour faire de la terre crue qui, elle, est un produit local. Ce que je trouve un peu quand même un non-sens. Donc là, on a fait un système qui permet de couler la terre à plat, de façon très simple. Vous avez des rails, ils tirent comme une chape. Il n'y a pas besoin de compétences particulières. Ils ont été accompagnés par un artisan terre crue, mais ce sont les charpentiers qui se sont mis à la fin à produire les caissons et à jouer le jeu, de trouver ça assez sympa, sortir un peu de leurs habitudes et de se mettre à faire de la terre crue, qui est un matériau tout à fait accessible. Ce qui veut dire qu'on a besoin à un moment donné d'avoir aussi des entreprises, et c'est ce qui manque aujourd'hui pour la terre crue. C'est peut-être plus facile avec la brique. Alors, c'est plus facile avec la brique, oui et non. Il faut quand même qu'il y ait un tissu d'entreprise qui soit capable de maçonner, parce que là, donc, on était sur la maçonnerie traditionnelle, donc de la petite brique. On a de la chance d'avoir encore quelques entreprises sur Toulouse, normalement, dans la région toulousaine, qui les travaillent bien, mais c'est vrai que c'est plus facile parce que c'est un produit industriel et qu'il arrive sur palette séchée, prêt à être mis en œuvre. Donc c'est effectivement un peu plus simple. Si on en était sur du pisé ou des enduits, c'est tout de suite plus compliqué, surtout sur des chantiers avec des délais qui sont relativement tendus. Donc là ensuite, ça sèche. Oui. Alors, il y a un temps de séchage. Comment ça se passe? Au bout de 3 jours à peu près, ils redressent les murs et ils sèchent à la verticale pour essayer d'occuper le moins de place possible dans l'atelier. Juste pour rebondir sur cette notion de savoir-faire, au-delà de l'aspect technique et du système constructif, moi en tout cas en tant qu'architecte, une de mes plus belles réussites sur ce projet, c'est que le maçon de l'opération, donc qui avait la dalle et vraiment le maçon béton de l'opération, qui est donc le chef d'équipe, est venu me voir à la fin, quand on a fini le projet lors de la réception, pour me dire bah, écoute Simon, ce que vous avez fait là, avec vos enduits de terre, c'est incroyable. Moi, quand j'ai entendu parler de ça pendant les périodes de préparation, je me suis dit, bah, ils vont encore nous faire une maison en torchis, campagnarde, à quoi ça va ressembler. Et dès quand je vois le résultat fini de ce que vous avez produit, je pense que si j'avais à construire ma maison, je m'intéresserais à ce système constructif. Et quand je parle de culture constructive tout à l'heure, je me dis, bah, là on avance. Là, il y a une petite graine qui a été plantée. Exactement.
Mais est-ce qu'il y a d'autres images? Je ne sais pas. Voilà, donc ça c'est les images intérieures, une fois que les murs ont été posés. Voilà, alors là-dessus, il faut savoir que vous pouvez très bien rajouter une petite peinture à l'argile et vous êtes incapable de distinguer un enduit plâtre d'une maison traditionnelle avec une peinture dessus d'un mur en terre crue, alors qu'il n'a plus du tout le même confort, il ne ramène plus du tout les mêmes choses dans la pièce, les régulations, l'inertie, la régulation hydrométrique, etc. Là, on a volontairement laissé couleur terre, là c'est vraiment la couleur de la terre des carrières. Mais on pourrait faire une peinture à l'argile blanche et avoir un aspect tout à fait fini, lisse. Ça dépend après des goûts et des couleurs. Ça. Ben écoutez, merci. On pourrait en parler encore longtemps, mais malheureusement, on n'aura pas plus de temps. Donc merci à vous d'être venus sur le plateau de Bâti Journal TV, nous parler de vos 2 projets, Toulouse, Boulogne-sur-Mer, et de voir comment on peut marier la terre, la paille, la terre cuite, la terre crue et le bois. Merci à vous. Une émission, un petit temps d'échange à retrouver sur notre site internet Bâti Journal TV et sur les sites de nos partenaires que sont le magazine Woodsurfer et le Forum Bois Construction, bien sûr. Merci à vous.